Euh, alors, je suis aussi ici avec un certain nombre de collègues de la Banque de France, dont Christophe Dutilleul, qui est ici, qui est le directeur de la Banque de France à Périgueux. Et donc, lui, il reste. Il a la chance de rester à Périgueux. Et il me donne l'occasion peut-être de commencer en vous disant un mot sur ce que sont les missions de la Banque de France. Parce que peut-être vous vous demandez ce que fait exactement la Banque de France. Quelquefois, on pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a toujours une Banque de France alors qu'il y a l'euro et la Banque centrale européenne à Francfort? Je vais répondre de façon très simple. La Banque de France, elle existe depuis 1800, 221 ans. Elle a été créée par Bonaparte. Ça a été une de ses premières réformes quand il a organisé le consulat et qu'il a voulu remettre la France en ordre après toutes les avancées, mais aussi les bouleversements de la Révolution. Et il a confié à la Banque de France à l'époque deux grandes missions que nous avons encore aujourd'hui. La première mission, c'est d'avoir une monnaie en qui on ait confiance. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours d'histoire ou d'économie. À l'époque, ça s'appelait le franc germinal. Aujourd'hui, c'est l'euro. Nous avons la chance d'avoir une monnaie solide. Il se trouve que l'euro, c'est une monnaie partagée par 19 pays et elle est gérée par un système fédéral. Et ça, c'est la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une Banque de France alors qu'il y a la Banque centrale européenne? La Banque centrale européenne est installée à Francfort. Elle est dirigée par une Française, présidée par une Française. Vous l'avez peut-être vu, Christine Lagarde. Nous nous retrouvons tous les 15 jours dans ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs, dont je suis membre. Mais heureusement, c'est un système fédéral, c'est-à-dire qu'il y a 19 banques centrales nationales dans les 19 pays de l'euro qui sont au plus près des citoyens, au plus près des entreprises, voilà, pour transmettre toutes les décisions que nous prenons à propos de la monnaie, et puis au moins autant pour recueillir toutes les informations économiques dont nous avons besoin. Je crois que c'est une très grande chance d'être présent comme ça, au plus près du terrain. L'euro, ce n'est pas une monnaie gérée de façon centralisée de loin depuis Francfort. Et non seulement nous sommes présents dans chaque pays, mais nous sommes présents dans chaque département. C'est pour ça que j'insistais sur la présence de M. Dutilleul. Donc ça, c'est la première grande mission, et je vais y insister un peu ensuite. C'est évidemment notre mission centrale, une monnaie dans laquelle on ait confiance. La deuxième grande mission que confie Bonaparte à l'époque, c'est de s'assurer que les financements nécessaires pour l'activité économique arrivent bien jusqu'aux entreprises, au commerce à l'époque et aux particuliers. Et cette mission, nous l'avons toujours. Les particuliers ont besoin de financement pour leurs projets immobiliers, par exemple. Les entrepreneurs ont besoin de financement pour leurs projets d'investissement. Ça passe en général via les banques. Donc, nous surveillons les banques. Nous surveillons aussi les compagnies d'assurance pour vérifier que les financements sont disponibles, mais aussi qu'ils sont sains et qu'on ne fait pas courir de risques ni aux banques, ni à ceux qui empruntent. Ça, c'est notre travail. À ce titre, nous avons une mission très importante pour les particuliers, c'est la prévention du surendettement. Vous en avez peut-être entendu parler. La Banque de France gère dans chaque département la commission de surendettement, et c'est les équipes de M. Dutilleul qui le font. Nous recevons plus de 100 000 dossiers chaque année au plan national. Et ça, si j'ose dire, c'est les abus du financement. Donc, on prend un certain nombre de dispositions pour éviter le surendettement, mais quand il se produit quand même des cas, nous les traitons. Et ça fait partie aussi de cette deuxième grande mission de confiance dans les financements. Les financements, ils doivent être à la fois accessibles, mais être sains en évitant le surendettement et le risque de non-remboursement. Ça, je dis que sur ce sujet, votre député était extrêmement actif. Et il se trouve que c'est un de ceux à l'Assemblée nationale qui connaît le mieux le sujet et qui a aidé à faire un certain nombre d'avancées. Voilà les deux grandes missions que nous avons. Au total, la Banque de France aujourd'hui, c'est 9 500 femmes et hommes sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents dans chaque département. Et puis, nous travaillons évidemment avec l'ensemble de la zone euro et même l'ensemble des banques centrales à l'international. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis un an, voilà, notre activité elle est un peu perturbée, comme la vôtre, comme professeur ou comme étudiant. Nos réunions qui se passaient à Francfort, elles se passent entièrement à distance, mais nous avons essayé de continuer, d'être présents dans la crise, de rendre encore plus de services aux particuliers, aux entreprises qui sont en difficulté. Je crois qu'en général, ce rôle a été reconnu. Dans les rôles que nous avons encore développés, et je terminerai par là sur nos missions, il y a le rôle d'explication
des phénomènes économiques, le proviseur voulait bien le citer tout à l'heure, de pédagogie, et nous parlons même d'éducation économique, financière et budgétaire. Dans notre jargon, nous appelons ça EducFi. C'est une mission qui a été créée à la Banque de France par une autre des personnes qui m'accompagnent, qui est Marc Bégri ici. Marc Bégri a pris aujourd'hui une autre responsabilité très importante, qui est justement la lutte contre le surendettement et les déviations du crédit. Mais nous considérons qu'il est de notre rôle non seulement de prendre les décisions, mais de les expliquer. Alors, ça vous paraît complètement évident. En fait, ça ne l'est pas du tout. J'appelle votre attention là-dessus. Souvent, ces questions sont assez compliquées. Quand on parle monnaie, tout le monde comprend ce que c'est, une bonne monnaie. Et si vous employez l'expression politique monétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne monnaie, les décisions sur les taux d'intérêt, la liquidité, les réserves obligatoires, je peux employer des termes de plus en plus compliqués. En général, je ne sais pas si vous l'avez vu un peu dans votre programme de SES déjà, enfin je peux vous dire dans mon entourage, quand vous parlez politique monétaire, vous perdez la quasi-totalité des gens parce que c'est considéré comme trop compliqué. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les spécialistes très pointus de la Banque de France et puis de l'autre, la masse des citoyens qui se dit bon, on sait que là, ils s'occupent de décisions très sophistiquées pour avoir une bonne monnaie, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Non, c'est notre job à nous d'essayer d'expliquer simplement les enjeux et puis de répondre à vos questions. Et on va passer 1h30 ensemble pour ça. Mais cette mission EducFi, nous y croyons beaucoup. Elle vaut vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, mais elle vaut en particulier vis-à-vis des jeunes, des élèves ou des étudiants que vous serez demain, parce que votre formation à vous, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans ce pays. Donc voilà, j'insiste sur cette mission. On la poursuit aussi par d'autres moyens. Le hasard fait que, par exemple, je viens de publier un livre qui reprend les principaux travaux de la Banque de France, qui essaye de les rendre accessibles au plus grand nombre. J'ai appelé ça « Retrouver confiance en l'économie ». Mais à chaque fois, je parle sous le contrôle de mes collègues de la Banque de France ici présents, on a un débat avec nos experts, parce qu'on est amené à un peu simplifier pour rendre accessible. Ils disent « vous ne pouvez pas exactement dire ça ». Je dis « si, on va quand même dire ça, parce que sinon, il vaut mieux que les gens comprennent les grandes lignes de ce que nous faisons plutôt que de rentrer dans le moindre détail. » Alors, je vais peut-être maintenant, pour terminer mon exposé liminaire, dire un petit mot de comment nous conduisons justement notre mission sur la monnaie et la politique monétaire. Alors, je suis venu avec plein de slides, y compris sur la situation liée à la crise Covid. Je ne vais pas vous les montrer là, on reviendra peut-être sur les effets de la crise Covid dans les questions que vous aurez ensuite. Mais on va voir si ça peut avancer. Si vous passez vous pouvez y passer. Alors, je vous laisse et moi, je commence pendant ce temps-là. Bon, la crise Covid, elle a été très rude. Elle n'est pas terminée. La pire récession, moins 8% en 2020 qu'on avait connue. Et j'espère un rebond assez fort en 2021. On attend plus 5% de croissance, la plus forte croissance depuis 50 ans. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est comment nous allons faire pour reconstruire après cette tempête. Ça a été une tempête économique, elle n'est d'ailleurs pas finie. Et je crois que le plus important pour votre génération, c'est cet enjeu de la reconstruction. Donc, si vous voulez bien, c'est là-dessus que je vais insister parce qu'on en parle moins. On parle beaucoup de l'urgence et des difficultés, elles sont réelles. Mais, donc, je vais sauter tout de suite à la deuxième partie de ma présentation. Je vous laisserai les premiers slides. Voilà, je voulais un peu insister sur ce graphique-là, il n'y a aucun chiffre. Mais sur ce qui peut être une opportunité. Les difficultés de la crise, on les voit tous. Mais la reconstruction qui va commencer en 2021, vous dire quand on va sortir exactement de cette crise, je ne sais pas, c'est dans l'année, au fur et à mesure des progrès de la vaccination. Je ne suis pas spécialiste sanitaire. Par contre, ce que je sais sur le plan économique, c'est que si nous jouons bien, on va reconstruire une économie qui ne sera pas exactement la même qu'avant. Ça ne peut pas être un redémarrage à l'identique. Et notamment, c'est une économie qui doit être meilleure dans les 3 dimensions que vous voyez sur ce graphique. D'abord, c'est évidemment une économie plus numérique, avec davantage de télétravail, davantage d'innovation. Alors ça, c'est une opportunité. J'ai mis plus de liberté. Aujourd'hui, le télétravail ou ce que vous pouvez faire à distance, c'est une contrainte.
Mais demain, nous ne travaillerons pas tout à fait comme hier, y compris, je pense, dans l'éducation nationale. Nous aurons plus de liberté. Bon, simplement, les champions du digital, du numérique, aujourd'hui, ils sont américains. Donc là, il y a un défi pour l'Europe. Comment on peut avoir une économie plus innovante? Deuxième opportunité, c'est évidemment vers une économie plus soutenable, plus durable, plus écologique. Et ça, c'est une question de qualité de vie. Ça, je crois que c'est une satisfaction qu'on peut avoir. Vous vous souvenez peut-être, il y a un an, quand est arrivée la crise, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Bon, écoutez, on parlait beaucoup du climat. C'est évidemment une préoccupation majeure pour votre génération, mais pour la mienne aussi. On va parler un peu moins du climat et on va s'occuper du Covid. » Ça, je crois que c'était une erreur et que, heureusement, on voit qu'il y a bien cette idée que dans tous les investissements de sortie de crise, il faut en profiter, non pas pour ralentir, mais pour accélérer la transition écologique. Dans le plan de relance du gouvernement, je le dis en toute indépendance par rapport au gouvernement, la Banque centrale est indépendante des gouvernements et des partis politiques, quels qu'ils soient. Mais dans le plan de relance du gouvernement, ça, je crois que c'est bien positionné. Il y a 30% qui est prévu pour les investissements verts. Troisième changement, troisième amélioration, il vous concerne très directement. C'est celui dont on parle le moins, mais à la limite, c'est le plus important. C'est ce que j'appelle la bataille des compétences. Si nous voulons gagner demain dans la compétition économique mondiale, notre principal atout, c'est la qualification, c'est l'intelligence. Alors, vous avez la chance, vous, je crois, de recevoir une très bonne formation. Nombre d'entre vous seront appelés à prolonger leurs études après le bac. Mais je vous apporte là-dessus l'éclairage des économistes. C'est à la fois, évidemment, une opportunité pour chacun de vous, l'éducation, mais c'est aussi une formidable opportunité collective. Je le disais tout à l'heure, le meilleur investissement économique qu'on peut faire pour la croissance future du pays, c'est d'investir à fond dans l'éducation, l'apprentissage, la formation professionnelle. De ce point de vue-là, un autre élément du plan du gouvernement, c'est le plan Un jeune, une solution, mis en place l'été dernier. On n'en parle pas beaucoup, mais pour éviter que les jeunes souffrent trop dans cette crise, et même en profiter pour leur donner des formations supplémentaires. Si on met un peu plus de temps à trouver un emploi, on en profite pour donner des formations supplémentaires. Voilà, on peut dire des tas de choses sur les opportunités françaises, etc. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Mais moi, je vous dis une conviction très forte, si on devait choisir une priorité et une seule, c'est les compétences. C'est ça qui fait la compétitivité d'un pays. Si je devais résumer tout ce que j'ai mis là, je vais invoquer deux grandes figures d'économistes européens que vous avez rencontrés, je pense, dans vos études en terminale. Les deux plus grands économistes européens du XXe siècle, c'est Keynes et Schumpeter. Alors, Keynes, vous vous souvenez, c'est cet Anglais génial qui permet de sortir de la crise des années 30. Keynes, c'est l'économiste du soutien budgétaire et de la solidarité, de la sécurité sociale. Et on en a besoin. L'année 2020 a été extrêmement keynésienne. Il fallait soutenir l'activité par les États. Ça a été fait, bien fait, partout. Schumpeter, il est un peu moins connu. Vous vous souvenez peut-être, né en Autriche. Il meurt aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait un hasard par rapport à ce que je vais dire. Schumpeter, c'est l'économiste de l'innovation. Et il y a même une petite formule qui résume Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Alors, du coup, Schumpeter, il est un peu moins populaire, parce que créatrice, c'est bien d'aider les entreprises qui apparaissent. Destruction, c'est de dire qu'on ne peut pas, la reconstruction, ça ne peut pas être un redémarrage à l'identique. Il y a malheureusement des entreprises, parce que c'est l'évolution économique, technologique, qui auront moins d'avenir demain. Alors Schumpeter, je disais qu'il est mort aux États-Unis, il est plus suivi aux États-Unis. Et une des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un grand message, c'est en 2020, les États-Unis ont moins souffert de la crise que la zone euro, à peu près 2 fois moins. La zone euro, c'est moins 7%, les États-Unis, c'est moins 3,5%. Ça, je crois que ça doit nous poser une question, parce que pourquoi, alors que les États-Unis ont moins bien géré la crise sanitaire de la vie générale, ils viennent de passer les 500 000 morts, malheureusement, pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent mieux sur le plan économique? Il y a une part Keynes, une part Schumpeter. Ils ont fait un soutien budgétaire beaucoup plus fort. Vous vous souvenez peut-être les chèques de M. Trump, et puis maintenant, il y a un programme de M. Biden. Là, je crois que l'Europe n'a pas de complexe à avoir.
Si les Américains ont mis plus d'argent sur la table, c'est parce qu'ils n'avaient pas le même modèle social que nous, ils n'avaient pas la sécurité sociale, ils avaient peu d'assurance chômage. De ce point de vue-là, je pense que le modèle européen est meilleur. Mais il y a une part Schumpeter, c'est que les États-Unis, l'économie américaine, s'adapte plus vite quand les conditions de course changent. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du digital, du numérique. Voilà, l'Europe est en retard sur le numérique, on y reviendra peut-être dans les questions. Il faut absolument que nous soyons capables de rattraper ça si nous ne prenons pas les vagues des innovations, de la technologie, de la modernisation. Eh bien, nous continuerons à traîner derrière les États-Unis ou l'Asie en termes de croissance. Voilà, c'est ça l'enjeu de ce slide. La reconstruction, c'est une transformation. Alors, je vais en montrer un autre, et puis je m'arrête pour laisser un maximum de place à votre question, à propos de ce graphique-là sur la monnaie. Je vais en montrer deux autres, pardon. Le premier, c'est que je viens de parler de Schumpeter, de l'activité des entreprises. Je crois que beaucoup passent par la confiance privée. Hein. Il ne faut pas qu'on ait peur, au fur et à mesure que les restrictions sanitaires vont être levées, de réduire puis supprimer les aides publiques. On ne peut pas avoir une économie française qui reste sous cloche éternellement. Ça coûte horriblement cher, et puis c'est contre-productif. Donc il faut qu'on fasse confiance aux mécanismes de marché privé. Mais il faut quand même que les politiques publiques, c'est celles-là qui sont représentées sur ce triangle, restent très actives. Alors, la politique budgétaire nationale, c'est tout le plan de soutien. La politique budgétaire européenne, c'est la grande nouveauté du plan de 750 milliards d'euros, plan de solidarité décidé par la France, l'Allemagne et les autres pays européens en juillet dernier. Et puis, je vais terminer par la politique monétaire, parce que ça, c'est notre responsabilité. Pourquoi est-ce que nous menons une politique monétaire très active de soutien depuis mars dernier? Évidemment, pour aider l'activité, pour lutter contre la crise, une politique monétaire anti-crise. Et nous le faisons parce que c'est au cœur de notre mandat. Notre mandat, c'est la confiance dans la monnaie, c'est d'avoir, je le disais, une bonne monnaie à travers l'euro. Et la confiance dans la monnaie, il y a sans doute divers facteurs, mais il y en a un qui est complètement central, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. S'il y a trop d'inflation dans une monnaie, à ce moment-là, elle perd son pouvoir d'achat. Vous ne pouvez plus acheter la même chose avec une quantité donnée d'euros. Et malheureusement, ça s'est vu dans l'histoire. Une mauvaise monnaie, c'est un facteur extrêmement négatif pour la confiance. Avec l'euro, nous avons une bonne monnaie. Il se trouve simplement qu'on n'est pas du tout dans une situation d'avoir trop d'inflation, on est dans une situation d'avoir pas assez d'inflation. Ça, c'est plus rare, mais c'est la tendance des dernières années. Les économistes estiment, on pourra y revenir dans la question, que le bon niveau d'inflation, c'est un peu comme la température du corps. Si vous voulez, on sait que la température du corps est à 37 degrés. Quand elle est trop forte, comme l'inflation trop forte, on sait que là, il y a surchauffe et il faut freiner l'économie. Mais si la température est inférieure à 37 degrés, ce n'est pas bon non plus. Ça montre un peu d'anémie, de sous-activité, etc. L'inflation inférieure à 2%, on pourra y revenir, c'est aussi un mauvais signe économique. Aujourd'hui, elle est à 0,9% en zone euro. Donc, tant que l'inflation est inférieure à la cible, nous devons avoir une politique monétaire de soutien de l'activité. Ça veut dire des taux d'intérêt très bas et des volumes de financement abondants. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais je voulais juste vous montrer un dernier slide à propos de la confiance, qui est un mot que j'ai beaucoup employé, puis j'ai parlé de retrouver confiance en l'économie, hein, ce livre qui résume un peu les messages de la banque. Le slide, c'est celui-là. Ça, c'est quelque chose que nous suivons de très près, c'est est-ce que les citoyens ont confiance dans l'euro, ont confiance dans la monnaie que nous gérons? C'est ça qui, au fond, mesure si nous faisons bien nos missions. Alors, vous voyez que la réponse est oui, ça c'est un sondage qui est fait tous les 6 mois. On a commencé en 1999, premier semestre, hein, c'est ça que veut dire S1. Pourquoi? Parce que c'est la création de l'euro à ce moment-là. Et vous voyez qu'on part pas mal, on a 68% de citoyens qui font confiance à l'euro, mais la confiance est assez basse en Allemagne à l'époque, 57%. Pourquoi? Parce qu'ils doivent abandonner le mark, qu'ils aimaient beaucoup le mark. Et en France, on est à la moyenne. Ben, vous voyez que 20 ans après, on est passé de 68 à 75. On s'est particulièrement redressé en Allemagne, et ça, je crois que c'est la preuve que les banques centrales de la zone euro ont bien travaillé. Et puis en France, on est à 72, et tout ça sont des plus hauts niveaux historiques. Pourquoi je souligne ce résultat qui est très important? Ça, c'est après que nous ayons pris des mesures de soutien très fortes, exceptionnelles.
Vous avez peut-être entendu dire les banques centrales ouvrent le robinet, les banques centrales inondent le marché, enfin, des expressions un peu excessives. Mais nous avons fait une politique monétaire anti-crise très résolue, et malgré ça, les citoyens gardent confiance dans la monnaie. Ça, pour nous, c'est une réassurance très forte. Et je suis là pour vous redire que nous préserverons le pouvoir d'achat de l'euro autour d'une inflation moyenne de 2%. C'est notre mission. Elle nous est confiée par le traité. Nous la menons en toute indépendance. Ça, je crois que c'est une ancre très forte au milieu des incertitudes du moment. Je m'arrête là et puis on passe à vos questions.